Salut à tous et bienvenue sur les chroniques d'Ézéchiel. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes lectures et mes coups de cœur du mois d'avril 2021. C'est parti, on va passer ça en review sur l'ensemble de mes lectures et par éditeur. Let's go! On commence donc avec le premier éditeur de cette vidéo et on va parler des éditions Kazé. Le premier tome lu chez les éditions Kazé, c'est tout simplement le tome 7 de Chainsaw Man. Chainsaw Man, ça m'embarque depuis le début dans une dinguerie monumentale. Ça part dans tous les sens, c'est dynamique, c'est du découpage de démons en veux-tu, en voilà, c'est totalement insane, on respecte pas les codes et c'est totalement loufoque. Bref, j'adore Chainsaw Man. Ce tome 7, bien entendu, est dans la digne lignée des autres, un tout petit peu plus calme, en tout cas sur le début, ce qui annonce un arc sur le Père Noël totalement dinguissime. Spoiler, mais concrètement ça annonce un tome 8, 9 et 10 qui va être tout simplement insane par la suite. Donc franchement, Chainsaw Man, si vous ne connaissez pas, foncez, disponible aux éditions Kazé. Par la suite, aux éditions Kazé, j'ai tout simplement lu le tome 1 et tome 2 de Mashle. Mashle, c'est l'histoire tout simplement de Mashle Burnhead, un petit peu dans un monde à la Harry Potter, qui se retrouve sans pouvoir magique dans un monde où la magie règne. Si vous n'avez pas de pouvoir magique dans ce monde, tout simplement vous devez mourir et Mashle va se faire arrêter lors d'une altercation. Malheureusement pour lui, il sera obligé de passer un pacte avec un policier un peu véreux qui lui permettra d'intégrer la fabuleuse école d'Easton. Et pour s'en sortir et pour pouvoir survivre, il devra faire partie des meilleurs élèves. Franchement, une vraie claque. J'ai lu et j'ai dévoré ces deux premiers tomes à une vitesse phénoménale, je les ai enchaînés. Je me suis bien marré en tout cas, les running gags fonctionnent énormément. J'avais eu le petit booklet lorsque j'avais acheté le tome 19 de The Promised Neverland, disponible aux éditions Kazé aussi, et du coup j'avais pas du tout accroché, et là je me suis dit allez, on se prend les deux tomes, on lit, et franchement c'est frais, c'est drôle, on découpe à coup de points l'univers d'Harry Potter, c'est très inspiré de l'univers d'Harry Potter, mais concrètement on crée un réel décalage avec Mashle Burnhead qui ne peut utiliser que ses points, qui n'a aucun pouvoir magique. C'est très drôle, donc foncez si vous hésitez encore. Mashle, une vraie bombe, et d'ailleurs si je ne m'abuse, normalement au Japon on est au tome 5 ou 6 sorti et on est déjà à 1,5 million d'exemplaires vendus, donc concrètement c'est que ça fonctionne bien. En tout cas, en Orient, j'espère en tout cas que ça prendra autant d'ampleur en Occident. Donc foncez sur le tome 1 et 2 de Mashle. Le tome 3 devrait sortir début juin. On va entamer la suite de cette vidéo du coup avec un autre éditeur qui me tient à cœur, ce sont les éditions Ki-Hoon. Et on va commencer bien entendu par le meilleur et par le plus connu, c'est-à-dire le tome 28 de My Hero Academia. Bon, je ne vais pas vous présenter MH1, on suit les aventures d'Izuku Midoriya, jeune lycéen sans alter, qui un jour va récupérer un alter et va donc devoir se surpasser pour pouvoir le développer et devenir le meilleur. Ça fait quand même à peu près 3-4 tomes, depuis le tome 25 à peu près, que MHA prend une autre ampleur, une dinguerie monumentale. L'arc est tout simplement somptueux, c'est l'arc de Tomura, en tout cas je trouve le grand méchant, et concrètement on en apprend de plus en plus sur Tomura, le réveil de Tomura, les nouveaux pouvoirs de Tomura et ce que les héros vont pouvoir faire face du coup à ce nouveau super vilain, on va dire ça comme ça. Mais concrètement, My Hero Academia prend une ampleur dinguissime depuis 3-4 tomes et ce tome 28 ne fait que confirmer. On lit ça d'une traite, c'est totalement dynamique, il y a des combats de ouf, il y a des rebondissements tout le temps, tout au long du tome. Franchement, si vous n'avez pas encore acheté My Hero Academia, foncez, c'est disponible aux éditions Ki-Hoon. Toujours aux éditions Ki-Hoon, et concrètement une vraie claque pour moi, j'adore de plus en plus, c'est les carnets de l'apothicaire. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, on va suivre les aventures de Mao Mao, jeune apothicaire, l'ancêtre du pharmacien, qui du coup a été enlevé par des voleurs et a été revendue au palais impérial, ou en tout cas ce qui s'en rapproche. Et donc du coup, elle va se retrouver auprès des concubines, les futures concubines, moult concubines du prince héritier ou du roi, je ne sais plus exactement. Du coup, Mao Mao va être reconnue comme apothicaire. Et donc du coup, va s'apercevoir qu'il y a des poisons qui se trimballent là et là. Elle va devenir la goûteuse, ou le goûteur en tout cas, officiel d'une des concubines. Et tout simplement, c'est vraiment hilarant. On retrouve en fait de temps en temps des empoisonnements
ou volontaire ou involontaire, du coup que Mao Mao souvent reconnaît par certains symptômes. C'est vraiment un tome qui se base sur des thèmes et une histoire sur la pharmacie indirectement, hein, en tout cas les remèdes et les poisons, sur la médecine en général, avec un petit fond d'Agatha Christie et de Sherlock Holmes, avec des enquêtes pour savoir qui aurait pu empoisonner tel personnage, etc. Et pouvoir bien tout simplement retrouver le grand méchant ou la grande méchante. Les dessins sont somptueux, franchement on prend une claque visuelle, on prend une claque sur l'histoire. C'est vraiment pour moi un très très gros coup de cœur de ce début d'année que sont les carnets de l'apothicaire chez Kiun Seinen. Donc franchement foncez si vous aimez tous les thèmes abordés ici, c'est vraiment une très belle surprise. Alors on retourne maintenant aux éditions Kiun Shonen cette fois-ci, et là je vais peut-être me faire huer et conspuer, mais j'ai lu le tome 8 de Jujutsu Kaisen. Alors Jujutsu Kaisen, j'ai un problème avec cette série, oui et non. J'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire. Le 6 et le 7, une dinguerie monumentale. J'ai lu tout d'affilée et franchement j'attendais avec plaisir le tome 8, et là le tome 8 il me laisse en demi-teinte, je sais pas trop quoi en penser. Voilà, alors je suis aussi bien entendu l'anime disponible sur Crunchyroll, hein, qui est tout simplement une dinguerie réalisée par les studios MAPPA. Concrètement, je sais pas quoi en penser. Ce tome 8 me laisse un petit peu en demi-teinte. Après, le tome 7, 6 et 7 étaient tellement dingue que du coup on descend un petit peu en pression et je sais pas trop quoi en penser. Je suis un peu mi-figue mi-raisin. On a la fin du combat, mais après on sent que le soufflet a tendance à retomber, certainement pour repréparer un tome 9 en mode dinguerie, parce qu'on sent qu'en fait sur la fin du tome on commence à remonter en level et certainement nous préparer un nouvel arc tout simplement pour la suite de l'aventure de Jujutsu Kaisen. Donc ce tome 8 je le trouve plus comme un tome de transition vers le tome 9 qui j'espère va tout simplement encore une fois me faire surkiffer Jujutsu Kaisen. Bien entendu ça reste du très bon Dark Fantasy aussi, mais voilà, je suis un petit peu déçu de ce tome 8 à voir et bien entendu à valider sur la suite avec le tome 9 qui paraîtra début juin lui aussi. Alors ensuite on va passer à un jeune éditeur par rapport en tout cas à Kazé et par rapport aussi à Kiun. Concrètement, c'est un éditeur, c'est mon éditeur préféré, l'un de mes éditeurs préférés en tout cas, c'est tout simplement Meian Edition, et j'ai lu le tome 4 de Gannibal. Gannibal, le titre parle de lui-même, c'est un thriller suspense totalement haletant dans lequel vous allez retrouver tout simplement Daigo, le policier envoyé dans la petite bourgade du village de Kuge, qui est reclus un petit peu au niveau des montagnes et qui a gardé certains rites, rites funéraires ou rites classiques au sein du village, et en fait on s'aperçoit qu'il y a quand même une espèce d'enclave, un espèce d'ostracisme, attention sacré mot sorti sur les chroniques d'Ézéchiel, à l'intérieur de ce village, et du coup notre cher policier va continuer son enquête sur les différentes disparitions, sur les naissances disparues, sur les naissances déclarées d'enfants morts qui sont un petit peu douteuses, et aussi les villageois qui sont disparus ou auxquels il manque des membres. Donc voilà, franchement, si vous ne connaissez pas Gannibal, foncez, c'est pareil, si vous aimez l'horreur, si vous aimez vraiment les histoires qui vous tiennent en haleine du début à la fin, franchement c'est 200 pages de bonheur, un peu plus même, 240 pages je crois si je dis pas de bêtises, bref, franchement on est happé du début à la fin. J'ai lu les 3 premiers tomes d'un coup que j'avais reçu, là le 4e dès que je l'ai reçu je l'ai lu dans la foulée. J'ai hâte que le tome 5 sorte mi-mai là, il a été décalé d'une semaine, mais concrètement les dessins sont dingues, ça permet avec le crayonné d'être encore plus dans l'histoire. Franchement une dinguerie qui est Gannibal, si vous ne connaissez pas, foncez, c'est disponible aux éditions Meian. Alors toujours aux éditions Meian et un petit peu différente, cette fois-ci on est plutôt sur le thème du RPG, et moi qui suis grand fan de RPG et de MMORPG, je me retrouve bien dans The Unwanted Undead Adventurer, tome 4. Du coup on suit les histoires de Lance, qui est tout simplement un humain qui est au sein d'une guilde et qui, lorsqu'il va visiter un donjon, va vouloir visiter une salle secrète qu'il va découvrir. Malheureusement il tombe sur un pépin, il y a un dragon qui va arriver, boum, qui va l'exploser, il est mort.
Voilà, clairement le premier tome, au bout de 10-15 pages, on en est arrivé là. Sauf que on va avoir un petit côté isekai, c'est-à-dire qu'il va renaître, mais à contre-courant, c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans le corps d'un monstre et d'un squelette, donc une créature assez faible. Et par la suite, eh bien, il va s'apercevoir qu'il est capable de capter l'essence des ennemis qu'il va tuer autour de lui et d'évoluer plus ou moins, c'est-à-dire de passer de squelette à mage squelette ou squelette plus, puis ensuite ghoul, donc c'est-à-dire un mélange entre un zombie et du coup un squelette, puis ensuite en Shiki, un espèce de vampire ghoul, enfin bref, au fur et à mesure de son aventure et de l'augmentation de ses capacités. Ici dans le tome 4, eh bien, il va être capable d'aller chercher des ressources bien spécifiques et certains des personnages qu'il connaissait déjà, notamment au sein de la guilde ou de la ville, vont avoir tendance à le reconnaître puisqu'il n'a pas réellement changé son nom et du coup il va être amené à chercher un objet bien spécifique et valider une certaine quête que personne en temps normal ne peut valider puisque il y a tout simplement des marais remplis de poison et lui est insensible lié au fait que ça soit une créature au poison. Donc bref, il va se lancer dans cette quête, le tome se finit là-dessus et du coup franchement une très bonne lecture. J'apprécie à chaque fois les lectures de The Unwanted Undead Adventurer, TUUA, ça va être plus simple. Le dessin est cool, c'est très simplement ultra fun et franchement on est vraiment happé par l'histoire totalement différente du isekai classique qu'on peut avoir sur les moult isekai qui sortent chaque année et surtout en 2020 où on a été spammé de isekai partout. Franchement j'aime le contre-pied de celui-ci, donc disponible aux éditions Meian comme d'habitude. Pour la suite du coup on va s'attaquer à l'éditeur Nobidomi et j'ai lu le tome 6 d'Iruma à l'école des démons. Alors qu'est-ce que c'est Iruma à l'école des démons? Tout simplement c'est un kodomo. Kodomo, qu'est-ce que c'est? C'est un manga qui est adapté pour les jeunes, notamment les plus jeunes, c'est-à-dire on peut le lire à partir de 10 ans. Il n'y a pas trop de violence, c'est tout simplement on va suivre les histoires d'Iruma à l'école des démons. Iruma qui est un humain qui va se retrouver dans le monde des démons. Alors après un petit quiproquo, ses parents sont tellement reconnaissants envers tous les services qu'il lui offre que du coup ils vont le vendre à un démon ultra connu et qui veut absolument devenir grand-père. Vous voyez un petit peu l'histoire, un petit peu dingue et un petit peu loufoque. Et du coup Iruma se retrouve projeté dans le monde des démons, sauf qu'il n'a aucun pouvoir magique puisque c'est pas un démon, c'est un être humain. Et pour le coup, eh bien, on va suivre l'histoire avec son grand-père, mais aussi à son école et il va faire la rencontre de démons. Enfin bref, au fur et à mesure, c'est totalement loufoque, c'est dingue, c'est drôle, c'est frais, c'est rafraîchissant et du coup ça se lit vraiment très bien. Ce tome 6, eh bien, il se concentre tout simplement sur Amélie, qui est la présidente du BDE, bureau des élèves, qui a tendance à être plutôt froide, plutôt énergique et énervée et assez sèche et qui du coup on va lui jeter un sort et elle va devenir douce comme un agneau et du coup on voit en fond Iruma qui est juste là et qui se rend compte en fait tout simplement en intégrant le BDE en tout cas qu'il y a un changement, qu'on lui a jeté un sort, il va faire tout pour que Amélie puisse redevenir la même. Bref, c'est vraiment un tome centré sur Amélie. Alors je trouve un petit peu dommage c'est que ce tome soit vraiment centré que sur ce personnage là. On voit un petit peu les autres personnages mais en fond et du coup l'histoire n'avance pas trop, donc je vais voir sur le tome 7, mais c'est peut-être une série que je vais stopper, je vais attendre que les autres tomes sortent pour lire tout d'un coup. Mais franchement, si vous avez des enfants d'une dizaine d'années, ou même si vous voulez juste avoir une petite lecture bien plaisante, qui se fait bien, et sur lequel on se marre, et c'est enivrant, eh bien foncez, disponible aux éditions Nobidomi, Iruma à l'école des démons. On va donc finir avec cette vidéo avec les éditions Glénat. Pourquoi finir par les éditions Glénat? Tout simplement c'est parce que c'est dans cet éditeur que j'ai lu le plus de tomes ce mois-ci. On va commencer par le tome 1 et 2 de Blue Giant, franchement une claque. C'est un seinen qui est un petit peu à contre-courant et qui va parler de musique et notamment d'une certaine musique, le jazz. On va suivre les aventures de Dai Miyamoto qui sort du lycée et donc devrait arriver normalement à la fac. Mais un jour, un de ses amis l'emmène dans un bar et ils vont découvrir bien le jazz. Et là, une claque se révèle, vraiment une très bonne surprise à Dai Miyamoto. À tel point que du coup, on va le retrouver un petit peu plus tard. Il se sera acheté un saxophone
bon, je vais pas spoiler, on lui a offert un saxophone et donc du coup il s'entraîne jour et nuit à divers endroits pour devenir le meilleur musicien de jazz au monde, en tout cas le meilleur saxophoniste. Et donc vous allez suivre les galères, les différents rebondissements de la vie de Dai Miyamoto qui du coup eh bien, veut devenir un saxophoniste ténor internationalement, mondialement reconnu. Bien entendu, il enchaîne les petits boulots à côté pour pouvoir se payer plus ou moins ses études ou en tout cas ses cours de musique et il va travailler sur son oreille et sur son saxo en solitaire. Il va aussi s'apercevoir que eh bien, il est un peu autodidacte, c'est-à-dire qu'il apprend tout seul et que eh bien, à travers son propre travail pour s'améliorer. Et ce qu'on va vraiment avoir dans ces 2 premiers tomes, c'est une très bonne introduction sur le premier tome qui est assez rapide, mais surtout les dessins transmettent la musique. On a l'impression quand on regarde les dessins et quand on lit tout au long de ces 2 tomes que la musique arrive jusqu'à nous, qu'on pourrait être à côté de Dai Miyamoto dans le manga une fois qu'on ouvre la page et qu'on prend la musique vraiment en pleine face, on sent la puissance du saxophone et des instruments et on est tout simplement transfiguré par la musique qui ressort de ces pages. Donc franchement, si vous aimez la musique ou si vous voulez avoir un petit seinen qui sort des sentiers battus et des différents seinen violents, combat de samouraï, combat de boxe, etc. classique, et bien là franchement, et que vous aimez la musique, foncez, c'est vraiment une dinguerie. Blue Giant disponible aux éditions Glénat. Toujours aux éditions Glénat et du coup je me suis acheté le starter pack d'Eijin semi-humain, tome 1 et 2 du coup pour 7,95, donc disponible aux éditions Glénat. Là on va suivre les aventures d'un Najin. Donc qu'est-ce que c'est un Najin? C'est tout simplement un semi-humain comme c'est dit dans le titre. En fait on va suivre les aventures de Kai et de Kei. Du coup l'un des deux va se faire renverser un jour à la sortie de l'école en voulant sauver quelqu'un et du coup eh bien il va se faire écraser, il devrait mourir mais il se relève vivant. Donc là je vous spoil à peu près les 10 premières pages du premier tome. Et en fait ce qu'on s'aperçoit c'est que les Ajin sont tout simplement des reclus de la société, en tout cas au Japon, ils sont même pourchassés et on fait des expériences un petit peu bizarroïdes sur ces Ajin pour comprendre l'essence de l'Ajin lui-même. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Est-ce que c'est une bête de foire? Est-ce que c'est des cobayes tout simplement? Ou est-ce qu'ils vont vouloir utiliser leur supériorité, non pas numérique, mais de leur capacité à revivre et à ne jamais mourir sur les êtres humains pour pouvoir en prendre le contrôle. Bref, il y a vraiment tout ça qui se monte et dès les 2 premiers tomes, on voit déjà plus ou moins des protagonistes et des antagonistes arriver. Et franchement, on est happé dans l'histoire directement. Alors concrètement, on est sur de l'ASF, on parle un petit peu d'espèces de fantômes, on parle tout simplement d'un être humain qui peut mourir et tout simplement ressusciter derrière. S'il se coupe un bras, le bras repousse, etc. Mais il y a plus profond que ça, c'est pour ça qu'on est dans la gamme Seinen manga chez Glénat. On est sur de la science-fiction pure et dure, mais franchement, pareil, encore une fois, les dessins sont très sombres, on est vite happé, on est pas dans l'horreur, parce que ça reste pas l'horreur, c'est un petit peu gore, mais sans plus, et on s'aperçoit que les Ajin ont vraiment un réel but à travers les êtres humains, et il va y avoir plus ou moins 2 catégories, des bons Ajin, des mauvais Ajin, qui vont peut-être s'affronter sur la suite de l'aventure. Bref, je n'en dis pas plus, puisque je n'ai lu que les 2 premiers tomes, mais ça s'annonce comme ça. C'est une série qui est finie en 19 tomes, je crois, au Japon, du coup on doit être à peu près à 16-17 en France, donc c'est une série que je vais remonter assez rapidement, et dont vous allez voir les lectures assez fréquemment au cours des mois à venir. Donc si vous aimez la SF, vous aimez les histoires de fantômes, un petit peu à la yokai, etc., avec le côté seinen et qui change encore une fois, foncez sur Ajin, disponible aux éditions Glénat. Profitez du starter pack au moins pour découvrir l'histoire. 7,95 de tomes, c'est vraiment pas cher du tout. Et pour terminer ce bilan lecture du mois d'avril, bien entendu, j'ai acheté et j'ai lu les tomes 9, 10, 11 et 12 de Tokyo Revenger. Est-ce qu'il est nécessaire de vous reparler encore de Tokyo Revenger? Je vais le faire très succinctement, le résumé. Vous allez suivre les histoires de Takemichi, alias Takemichu, dans l'aventure, et du coup, qui va être capable de faire des allers-retours entre le passé et le futur. Un jour, il devra rentrer du boulot, il se fera pousser sur les rails par quelqu'un, et au moment de se faire percuter, hop, il sera transporté 12 ans en arrière. Ce fait d'être transporté 12 ans en arrière lui permettra de changer différents événements du passé pour
impacter le futur dans lequel son ex-petite amie est décédée. Le but et sa recherche, sa quête ultime, sera de modifier profondément le Tokyo Manjikai des Yakuza à leur formation et pendant leur ascension, afin d'éviter qu'ils tuent du coup et qu'ils se radicalisent pour tuer tout simplement son ex-petite amie du passé. Là franchement le tome 9, 10, 11, 12, on entame le meilleur arc de Tokyo Revenger, à savoir l'arc de Noël. Là le but tout simplement de Takemichi, c'est de revenir dans le passé pour détruire, faire imploser le Black Dragoon avant qu'il soit absorbé par le Tokyo Manjikai, puisque c'est ce qui impactera la radicalisation et la violence à l'intérieur du Tokyo Manjikai, qui sont normalement des Yakuza pas ultra méchants en tout cas, qui ne font pas, ils font des petites bêtises si vous voulez, mais ils ne vont pas jusqu'à tabasser, tuer des gens pour X ou Y raison, à part s'ils ont une bonne raison. Mais du coup, le but ici, c'est vraiment donc de combattre le grand représentant et le chef du Black Dragoon. Franchement, encore une fois, j'ai lu les 4 tomes d'affilée. Si vous ne connaissez pas Tokyo Revenger, foncez. Et si vous avez peur d'être déçu, je vous conseille d'aller encore une fois sur Crunchyroll. Vous avez les 4 ou 5 premiers épisodes disponibles. Vous matez les 4-5 premiers épisodes qui permettent d'entamer l'histoire. Et si ça vous botte et si vous êtes transporté, allez m'acheter cette petite tuerie disponible encore une fois aux éditions Glénat. Eh bien je vous remercie de votre attention pour cette vidéo de lecture manga du mois d'avril 2021. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air si ce n'est pas déjà fait sous cette vidéo, à t'abonner si le contenu te plaît et si tu veux toujours être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Je vous ferai à peu près 1 à 2 vidéos semaine en tout cas sur les mangas, que ce soit les coups de cœur, présentation d'éditeurs ou tout simplement mes achats manga et mes lectures. D'ici là, portez-vous bien les mangavores et on se retrouve très bientôt sur les chroniques d'Ezekiel. Salut à tous et à bientôt.